Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la terre de l'espérance, au nom de notre amour commun pour la patrie de la vraie fraternité, je vous salue et je vous bénis. Frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, nous sommes encore à nouveau à notre rencontre hebdomadaire à la recherche de la solution idoine pour sauver notre mère patrie. Un leader, le docteur Israël Ngoran. Un projet de société. Comment sauver la Côte d'Ivoire? 124 pages, facile à lire. D'autres versions audio, vidéo vous seront proposées bientôt sur les CD. Car nous savons la faiblesse de notre patrie. Les gens n'aiment pas lire. Mais nous allons leur donner d'autres moyens pour pouvoir écouter. Je voudrais saluer Marco Koné. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Donc, dans le leadership, il y a le leader qui ne nous fait pas défaut. Il y a le projet qui ne nous fait pas défaut. Car le REVAS autorise le docteur Israël Ngoran, le président du parti, à porter ce projet devant la nation. Parce que nous sommes à la recherche de l'accord de notre peuple sur ce projet. Parce que le leadership, c'est un leader, un projet et un peuple. Comment amener la Côte d'Ivoire à se réveiller de son coma intellectuel, de son coma spirituel, afin d'accéder à la connaissance qui sauve, pour que sous notre impulsion, nous puissions sauver notre pays pour le bonheur de notre nation. Tel est notre combat de tout temps. Nous avons l'avantage d'avoir les mains propres. Nous avons l'avantage de n'avoir jamais percé un Ivoirien, versé le sang d'une Ivoirienne, détruit aucune institution. Parce que nous avons conscience que la guerre n'est pas la solution. C'est vrai que la paix est quelque chose de précaire à obtenir, et même difficile, mais de précaire à garder. Mais c'est elle qu'il faut viser en toute chose. Car aucun développement dans la guerre, ni dans une rébellion. Aucun développement quand les hommes sont acharnés à enterrer les corps tous les samedis. Aucun développement. Nous devons pouvoir nous ressaisir. C'est pourquoi nous nous sommes inquiétés durant cette semaine et bien plus à nous interroger véritablement sur la situation de la Côte d'Ivoire et la situation de l'Afrique dans son ensemble. Nous avons fait un constat très simple. En tant qu'acteurs politiques, nous recevons, et en grand nombre, les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Beaucoup nous appellent et nous posent les problèmes du pays. Nous en discutons. Malheureusement, en dehors de ces petites rencontres ou ces coups de fil qui nous permettent de parler réellement de notre pays, le constat est que les gens se sont détournés des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Que ce soit le gouvernement actuel, que ce soit les partis politiques. Et donc le peuple lui-même, qui est suiviste, parce qu'il refuse de réfléchir, tout le monde se détourne des vrais problèmes de notre nation. De sorte que nous qui en sommes conscients, on donne cette impression d'empêcher de tourner en rond.
C'est pourquoi nous voulons échanger un peu sur ce thème que j'ai appelé « Pourquoi te détournes-tu de tes vrais problèmes ?» L'Ivoirois pleure parce qu'il ne trouve pas à manger. Dans cette même nation qui grandit et qui devait voir les choses s'améliorer, j'ai vu sous mes yeux les seaux de marché que nos mamans portaient fièrement devenir des sachets bleus de marché pour arriver aujourd'hui à des petits sachets noirs de marché. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où rien ne croît, sauf les faux chiffres annoncés. Mais la réalité du quotidien, rien ne croît. L'Ivoirois, l'Ivoirienne en souffre. Pourtant, nous ne retrouvons pas ça dans leur discours de tous les jours. Quand ils se retrouvent loin des micros, des journaux, dans leur salon, tu les entends pleurer. Leurs âmes pleurent sur leur sort. Mais quand tu montes sur les réseaux sociaux, les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, personne n'en parle. Quand tu prends les journaux écrits, personne ne parle des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Ne parlons pas de la radio et de la télé, qui sont privés. J'ai regardé l'actualité de ces derniers temps. J'ai observé un petit malheur s'est produit. Ça arrive à tout homme. Le président de la République a trébuché et il est tombé. Bon, ses gardes l'ont aidé à se relever. C'est leur travail d'ailleurs. Ils auraient dû même l'empêcher de tomber s'ils avaient été vigilants. Mais c'est ça, la Côte d'Ivoire. Personne n'est vigilant. Personne n'est capitalisé sur son travail. Tout le monde est distrait. Et c'est l'objet de notre thème. Personne ne veut faire réellement ce qu'il doit. Je peux reprocher à Dramane Ouattara d'être vieux. C'est son âge qui le dit, c'est pas moi. Et donc, le rythme qu'un corps humain doit supporter pour diriger un pays de la trempe de la Côte d'Ivoire, il doit se rendre à l'évidence qu'il ne peut plus. Voilà. Ça, c'est juste un rappel, parce que l'âge ne ment pas. Donc, il va arriver un moment où ses pieds vont le porter à peine. Et comme il aura la difficulté de marcher, ou bien on enlève les tapis, il marche sur la terre, il sera plus équilibré. Sinon, le risque qu'il court avec le tapis, c'est ça. N'empêche que nous lui disons Yako. Mais ce n'est pas bon aussi qu'une grande personne tombe en public. Ce n'est pas bon. Ça a des revers spirituels. Nous ne voulons pas ouvrir cette porte. Mais le deuxième volet qui nous intéresse, c'est la façon dont ce petit incident a pris la toile. Comme si c'était ce sujet qui pouvait augmenter le salaire des fonctionnaires. Comme si c'était ce sujet qui pouvait donner à manger aux Ivoiriens. Comme si c'était ce sujet qui devait donner à soigner aux Ivoiriens. Qui de se moquer, qui de faire une tradition spirituelle, qui de rêver ou de prophétiser sa chute aux élections 2020. Mais en réalité, en quoi cela règle le problème de la Côte d'Ivoire en général et des Ivoiriens qui sont en attente d'un bonheur? En quoi cette chute règle le problème? Pourquoi nous intéresse tant, nous tous? C'est ça. Je veux revenir sur
l'histoire de Nathalie Yamb. Moi, j'ai vu la toile aussi s'enflammer. Le REVAS n'a pas encore donné sa position, mais nous voulons interroger. Nous venons à peine de devenir parti politique. Donc, nous avons subi les règles pour établir nos papiers. Membre fondateur, comme membre de la direction du parti, nous avons produit nos certificats de nationalité ivoirienne. Nous avons produit nos casiers judiciaires. C'est-à-dire, pour être dans un parti politique, membre d'un parti politique en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. C'est pourquoi on produit un certificat de nationalité ivoirienne. Ensuite, ceux qui doivent être dans le bureau pour gérer au quotidien, qui sont susceptibles d'être candidats demain à une élection, surtout à l'élection présidentielle, il faut qu'on sache s'ils jouissent de leurs droits civiques. D'où la production d'un casier judiciaire. C'est ce dossier relié en 3 exemplaires que nous déposons au ministère de l'Intérieur, qui est chargé donc de donner les agréments aux associations et partis politiques. Ça veut donc dire que, selon notre constitution, ce sont les Ivoiriens qui doivent parler au nom de nos partis politiques. Ce sont les Ivoiriens qui doivent animer la vie politique nationale, vu les papiers que la Constitution nous demande de produire. Si cela est clair, comme dit Sophie Zoa, pourquoi nous nous emballons pour Nathalie Yamb? Est-elle naturalisée? Répondez-moi. Est-elle ivoirienne? Cela se fait dans tous les pays. Tu n'es pas de leur pays, tu te mêles de leur politique, ils t'expulsent. Ce n'est pas un événement... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce n'est pas un événement. Le vrai problème pour lequel on crée un parti politique, ce n'est pas la recherche de l'invective. Ce n'est pas la recherche de l'invective. C'est la recherche des solutions des problèmes auxquels sont confrontés nos compatriotes. Vous comprenez? Il n'y a pas d'hôpitaux. Ceux qui existent sont des bâtiments vides, très sales, sans médicaments. Les médecins ont une conduite néfaste. Les infirmiers, les sages-femmes. Sont néfastes. Vous arrivez à l'hôpital. En urgence, le médecin dort ou l'infirmier de garde dort. Voici les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. On peut expliquer le Libanais qu'on veut, le Camerounais qu'on veut. Avant que l'Afrique ne devienne Afrique, il faut que les nations existent et que les nations soient respectées dans leurs lois internes. C'est ça qui va nous donner la collaboration respectueuse, gagnant-gagnant entre nos États pour que nous puissions arriver au panafricanisme recherché. Mais dès qu'on n'aime pas la tête d'un président, on est prêt à demander à ce que la France lui tape sur le doigt. Demain, parce qu'on aime un président, si la France veut lui taper sur les doigts, nous nous révoltons. Voici pourquoi l'Afrique n'avance pas. Voici pourquoi la... Vous voyez, au REVAS, nous sommes très honnêtes. Autant je ne vais pas demander à une commission africaine de venir taper sur le doigt du président
Parce qu'en tant que parti politique, je cherche mon intérêt. Parce que je ne vais pas le demander. Parce que si je demande cela, où est notre souveraineté? C'est cela que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est votre problème. Si vous n'aimez pas telle personne ou telle autre. Le drame, c'est que le comportement que je décris existe depuis Félix Houphouët-Boigny. Tous les partis politiques qui ont été créés se comportent de la même façon. Et donc, ça ne fait que élargir le fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Ça ne fait qu'élargir le fossé entre les partisans des différents partis politiques. Voici la raison pour laquelle nous sommes foncièrement divisés. Nous sommes prêts à applaudir notre leader, même quand il ment, même quand il fait des bêtises, nous sommes prêts à l'applaudir. Nous nous fermons nos yeux sous ses mauvais comportements. Mais nous sommes prêts à sauter sur l'autre pour souvent des fautes même moins graves. Ce n'est pas digne d'une nation qui se veut souveraine et forte. Aujourd'hui, personne n'en parle. Mais chaque jour, les microbes brandissent les machettes, découpent les gens à Abobo, à Agamé, dans tous les coins de rue. Ce phénomène s'élargit dans nos villes. Personne ne reprend ça. Le peuple ne reprend pas cette inquiétude en cœur. À la limite, tout va bien. Et nous sommes à nous attacher sur des détails qui ne vont pas régler nos problèmes. Les vrais problèmes fonciers existent. Vous allez à Guiglo, il n'y a pas longtemps, les gens se sont découpés. Dans l'Ouest. Mais quelle solution les partis politiques proposent pour le foncier? Bouche cousue. Et le peuple lui-même ne s'y mêle même pas. Mais un événement insignifiant, comme la dernière fois le meeting du RHDP qui a eu lieu. Moi, je regarde tout ça avec beaucoup d'amusement. Vous dites que vous avez des supporters, mais vous transportez, vous payez, vous prenez l'argent du contribuable, vous ramassez tout le pays pour venir rassembler dans une ville pour montrer aux gens que vous avez des supporters. Mais en plus, pour fournir quel discours et quel projet. On est habitué à ça. Mais, j'ai lu des titres. Le RHDP a mis le PDCI KO. Comme vous dites, à mon avis, ils ont eu une grande mobilisation, plus que le PDCI. Hier, c'était un militant et sympathisant du PDCI qui disait le PDCI a mis le RHDP KO. Mais ces deux grands groupes, enfin, grands, mais au pied d'argile, ces deux groupes-là, qui s'invectivent sur la mobilisation, ouvrons notre esprit et nos oreilles et écoutons. Qu'ont-ils proposé à ces meetings? Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé concernant l'université? Car ce qu'il existe de nom, là, est surpeuplé. Que disons-nous du niveau d'études des professeurs même d'abord, ensuite des élèves? Quelles compétences pour les dirigeants de nos institutions à amener notre école à soutenir ou même, disons, à créer notre développement? Moi, je ne vous entends pas sur le sujet. Je ne vous entends pas sur le sujet. Et nous sommes, je vous dis la vérité, dans des... On peut appartenir à un parti politique, mais être membre d'un parti politique ne nous confère aucune immunité en quoi que ce soit.
Nous sommes juste un citoyen. Donc, nous devrons être respectueux des lois, des principes du pays dans lequel nous sommes. Maintenant, une chose est certaine. Moi, je veux que les gens arrêtent de pleurer. C'est comme en boxe, le combat politique. Quoi qu'il arrive, même si je ne parle pas en termes d'ennemis politiques, nous avons des adversaires politiques. Et quand tu le dribbles, il te tacle. La loi est l'arbitre au milieu de nous pour siffler les fautes et donner autre avantage. C'est comme ça un pays normal fonctionne. Souvent, je vois des titres. On est d'accord avec la France pour venir écraser Ouattara. Donc, on donne la force à la France pour accomplir cela. En même temps, nous pleurons quand la même France écrase Gbagbo. Le problème que je suis en train de vous présenter, si vous n'avez pas un cerveau suffisamment éduqué pour avoir de la compétence, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, les écrits que je vois me fortifient dans ma position, que vous ne comprenez rien. Parce que si j'utilise moi-même en tant que peuple de Côte d'Ivoire la même France pour chicote comme quelqu'un que je présume ne pas aimer, et que j'utilise la même France en lui demandant de venir soutenir celui que je suis censé aimer, c'est-à-dire que je veux quelque chose et son contraire. Mais si hier, j'ai soutenu la France pour taper sur le doigt de Gbagbo, aujourd'hui, quelqu'un d'autre soutient la France pour taper sur le doigt de Ouattara. Et au moment où on est en train de taper, par exemple, sur le doigt de Ouattara, les sympathisants de Ouattara deviendront ce qu'on appelle les anti-français. Alors que hier, c'était d'autres militants et sympathisants qui étaient pro-français. Vous voyez, cette façon de procéder, cette façon de faire, ne donne pas de force et de puissance à nos peuples. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que si tu es incapable de dire la vérité à tes enfants, chez toi, à la maison, tu ne peux pas être capable. Et d'ailleurs, tu n'es même pas. C'est pour ça que tu es désabusé. Tu ne peux pas dire la vérité aux enfants des autres en public. Ne voulons pas la France pour nos ennemis et ne soyons pas contre la France pour nos amis. Quel est l'intérêt général recherché pour la Côte d'Ivoire? Si la France est un obstacle, alors nous, les 22 ou 25 ou 27 millions d'habitants, nous nous dressons contre la Côte d'Ivoire, la France. C'est pourquoi, en politique, il y a deux surfaces de combat. Il y a la superficie du terrain, qui est considérée comme la superficie du pays, qui est un combat interne entre leaders, entre peuple et gouvernement, tout en ayant en esprit que nous nous battons, c'est vrai, mais c'est pour l'intérêt de notre pays. Donc, sachons raison garder dans ce combat interne, pour ne pas avoir à regretter. Car l'Afrique en général, et la Côte d'Ivoire en particulier, nous sommes toujours dans des situations de regret. Parce que comme nous ne savons pas combattre, nous livrons souvent nos leaders à la mort pour regretter après et devenir des processus, des procès-là, devenir des oufouettistes ou des ceux-là. Et puis l'autre combat, c'est le combat hors de nos frontières, des limites de notre terrain. C'est-à-dire le peuple dans son entier qui doit se dresser sous notre drapeau et faire face à l'envahisseur qui vient de hors nos frontières. C'est comme ça que tous les pays fonctionnent. C'est pourquoi nous avons une sécurité intérieure et nous avons l'armée pour surveiller nos eaux, les marins, pour surveiller les airs. Hein? Vous voyez, les gens de GATL là, armée de l'air
et pour surveiller la terre, à partir de nos frontières, l'armée de terre. C'est comme ça qu'une nation s'organise. Voyez-vous, si nous nous levons ensemble pour décrire ce qui se fait dans nos hôpitaux, le peuple a une force d'obtenir des résultats. Si nous nous levons ensemble pour poser les problèmes fonciers, là où convergent nos pensées, des lois seront obligées de baliser là où convergent nos pensées. Afin que demain, nous puissions avoir nos propres lois. Dans nos pays d'Afrique, et mon souci c'est la Côte d'Ivoire, nous écrivons même des lois assis dans nos bureaux sans consulter qui que ce soit. Parce que nous avons un peuple qui anime des débats de maquis, oubliant le débat national. Nous avons un peuple qui anime des débats de couloir dans les bureaux, mais qui oublie le débat national. Or, qu'est-ce qui peut obliger le dirigeant, le président de la République et son gouvernement à penser à nous? Qu'est-ce qui peut l'obliger à penser à nous? Mais c'est quand il nous entend crier. C'est quand il nous entend dans les débats. Tout n'est pas forcément marche. Tout n'est pas forcément brûlé. Tout n'est pas forcément grève. Mais j'ai dit, on parle. Regardez, quand les Français ont voulu faire, ils avaient surnommé ça comme, aidez-moi, mais gilets jaunes. Vous n'avez pas remarqué que les gilets jaunes ne se manifestaient que les samedis? Vous n'avez pas remarqué que les gilets jaunes ne se manifestaient que les samedis? Parce que l'intérêt de leur pays compte. Et en vue de ce qu'ils recherchent, ils ne songent pas plutôt retarder le pays. Donc ils vont au travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, normalement, tout est fermé, tout le monde est au repos. Samedi, ils se donnent rendez-vous, ils manifestent. Samedi, ils manifestent. Dimanche, ils se reposent. Lundi, ils vont développer leur pays. Mais ceux dont lesquels ils ne sont pas contents là, samedi, ils le font. Je ne dis pas que nous allons forcément copier. Mais je dis que c'est une sagesse. Nous n'avons pas à détruire nos acquis. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec un président. Il est de passage. Et celui qui est là, son mandat est terminé. Au moment où on va déposer les dossiers pour nos candidatures prochaines, l'histoire de Ouattara sera un passé. Parce que la loi ne lui permet pas, et j'ose espérer qu'il ne sera pas là, c'est une affaire classée. Donc il ne peut plus être l'attention d'un Ivoirien consciencieux de l'avenir de notre pays. Il a fini son mandat. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Donc ce sur quoi le peuple doit s'interroger, c'est son devenir. Mais vous êtes dans les débats inutiles, justement. Et je vous parle aujourd'hui en vous disant, sortons des débats inutiles, posons les débats qui soulèvent les vrais problèmes de notre peuple. Voici ce que je vous dis. L'école va mal. La conscience, en tant que conscience d'élève, d'apprenant, a disparu. Aucun respect du maître. La conscience, en tant que conscience d'enseignant, d'éducateur, et de surcroît même parents d'élèves mélangés, a disparu. Tricherie généralisée.
D'après eux-mêmes, ils appellent ça défense en ligne. Aujourd'hui, il y a professeur RDR, professeur PDCI dans le même établissement. Ils sont par groupe en train de se regarder en chien de faïence. Quel avantage l'école en tire? Quel avantage? Mais les dirigeants, tous ceux qui sont passés depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, regardent cela parce que ça les arrange, alors que ça détruit le pays. Et quand tu dis, sortons la politique de l'école, il va se trouver des gens qui vont se plaindre. Quand vous regardez la FESI, en fait, on ne parle plus de détruire l'école. La FESI a détruit les élèves. Mais au-dessus d'eux, il y a quelques-uns qui bénéficient de tous les pouvoirs pour jouer ce rôle. Donc quand on dit il faut supprimer la FESI, tu vas trouver des parents d'élèves qui vont sauter à ton cou. Mais ce parent d'élève qui saute à mon cou, a-t-il regardé l'école depuis que la FESI existe jusqu'à aujourd'hui? A-t-il regardé le niveau d'éducation de nos élèves et étudiants depuis que la FESI existe jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont observé les compétences individuelles et collectives du peuple de Côte d'Ivoire depuis que la FESI existe jusqu'à aujourd'hui? Les Ivoirois conscients comme moi comprendront que la FESI n'est pas avantageuse pour les élèves. C'est un outil des politiques pour détruire leurs ennemis. C'est-à-dire, s'ils sont dans ce qu'eux-mêmes ils appellent opposition, ils vont utiliser la FESI pour perturber le pouvoir. Ou bien, eux-mêmes ils sont au pouvoir, ils vont étouffer la FESI qui n'aura aucune revendication. Et tout le monde va dire, oh la FESI est morte, on a acheté la FESI. Ce n'est pas nos débats là. Et quel est le modèle de réussite des élèves de cette génération que nous pouvons voir? Vous comprenez? La FESI est l'une des responsables de la violence en Côte d'Ivoire. J'ai vu des chrétiens aller veiller pour prier. Ont-ils réussi? Mais je retiens l'acte. On a accusé la tête de Poro qui était là-bas d'être le masque qui apporte le feu, tellement on aime les raccourcis en Côte d'Ivoire. Les machettes sont rentrées à la FESI. Quand? Par la FESI. Et vous croyez que la FESI est bonne pour l'école? Voici des débats que des parents d'élèves devaient se lever en premier pour saisir. Parce que vous et moi, nos enfants ne peuvent même pas aller fréquenter au Ghana. Nous n'en avons pas les moyens pour dire qu'on va parler de l'Europe. Et nous restons là à regarder ceux qui pillent l'argent du contribuable pour envoyer leurs enfants, animer ce débat-là. D'abord, ce n'est pas un débat, mais animer leur jeu de damier sans que nous ayons mot à dire. Je souhaite que nous posons les vrais problèmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Bravo. Je crois 3e dans le café. 3e, je crois, dans banane plante. Enfin, bref. Je veux dire que la terre est fondamentale pour nous. Et il était dit, je répète, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Dès que l'agriculture va mal naturellement, notre pays dandine et vacille comme un homme ivre. Et là, vous voyez là. Mais le vrai problème qui existe, c'est lequel? Tous les Baoulés sont partis du centre. Et à la limite, eux seuls ont occupé toutes les terres de Iré. Je sais de quoi je parle. De petits Wabekro, de carrières, jusqu'à ce qu'on arrive à Iré, aller vers Zego. Je m'arrête là. Mais ça s'est bien passé à un temps bien donné. Les gens ont payé ces terres, d'après eux-mêmes, donc à une braquette, ils ont payé ces terres avec quoi? Une bouteille de guine, peut-être 5 000 francs l'hectare. Ok.
Mais aujourd'hui, Dadier qui a donné la terre à mon père, à ses petits-enfants, ou même ses enfants, qui sont certainement comme moi aujourd'hui, et qui, malmenés comme fonctionnaires en ville, sentent aujourd'hui la nécessité de retourner à Gogobro et d'aller exploiter les terres de leur grand-père. Quand ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas? Ils vont trouver des baoulés qui ont pris leur terre. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire normalement? Ils vont leur dire, cédez-nous nos terres, nous en avons besoin. La question que le politicien se pose, c'est, si cela devait arriver, quelle solution pour que la Côte d'Ivoire ne perde pas? On n'a pas besoin de se boucher les oreilles et de se fermer les yeux. Il faut se poser les questions utiles. La terre ne se vend pas à perpétuité. Quel que soit le montant auquel tu as vendu ta terre, tu as droit de rachat. Donc, tu vas me dire que tu as payé, il n'y a aucun problème. Dis-moi combien tu as payé, je te rembourse et je reprends ma terre. Est-ce que vous pensez que, à l'heure là où eux aussi, les jeunes Bété, les jeunes Dida, les jeunes Gouro, vous comprenez, les jeunes de l'Est, du Sud, les jeunes Abiki et autres, aujourd'hui où ils sont devenus intelligents, où tout le monde sait utiliser la loi, mais mieux, la violence là, elle est en tout le monde. Vous pensez que les gens ne vont pas réclamer leur terre? Si la Côte d'Ivoire ne veut pas aborder cette catastrophe qui, pour moi, ne va même pas durer, qui est très proche de nous, il faut que nous soyons des hommes et des femmes capables de déchirer le voile et de poser le problème du foncier en amenant les sudistes qui ont des forêts, les gens de l'Ouest, Centre-Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest, à participer à ce débat afin qu'ensemble, nous élaborons des lois qui vont porter des solutions durables. C'est ça la politique. Le rôle de la politique, c'est ça. Ce n'est pas se lever, aller changer un roi pour mettre le roi qui est en notre faveur. Ça, c'est de la malédiction. Et ça atteint toujours le pays. Je crois que l'Amazon de Kensi parlait de l'histoire de Sam Etiassé. C'est d'une tristesse indescriptible. Parce que même si Abidjan est devenu grand, Cocody est un village. Et ils ne sont pas tous morts. Ils ont leurs lignées qui sont là. Et dans la tradition ivoirienne, on sait comment on prend un chef. Donc tu es ton ministre de l'Intérieur ou tu es ton préfet. Mais toi, tu attends qu'on vienne te dire voici notre chef. Tu n'as pas à aller enlever un chef et mettre un autre. Le soupir de cette population qui connaît la vérité va apporter la malédiction. Parce que vous partez à l'église, vous ne croyez plus à ces histoires de nos ancêtres. La terre est sacrée. Allez à l'église si vous voulez, mais la terre est sacrée. Et vous qui allez à l'église, prenez la Bible. On ne vend pas la terre à perpétuité. Celui qui vend la terre a un droit de rachat. Ce n'est pas l'histoire que vous êtes chrétien ou non. C'est votre manque de connaissance des choses culturelles et spirituelles de notre État qui fait que souvent nous avons des discours d'invective pour rien. On n'a pas besoin d'invectiver. On n'a pas besoin de s'insulter. On n'en a pas besoin. Mais comprenez-moi. Aujourd'hui, tu ne peux pas être d'accord avec la Cour africaine de justice parce qu'il coince Ouattara sur un sujet. Tu ne vas pas applaudir. Et puis demain, quand il va coincer Bédié, tu vas dire que c'est la Cour qui n'a pas raison. Mais qui est allé chercher la Cour? Donc, c'est de façon globale que nous devons empêcher l'extérieur de mettre son doigt dans nos affaires. Donc, à commencer par une constitution cohérente en fonction de nos désirs de développement, en fonction du besoin de développement humain espéré, que nous devons écrire notre constitution. Et quand nous l'avons écrit, les lois organiques qui en découlent
ne feront qu'aller dans le sens du bien. Quand un problème se pose, on n'a pas besoin d'aller voir la Cour africaine de justice. On n'a pas besoin de crier après l'ONU. Parce que eux, lorsque le colon partait, ils ont fait exprès. Tout ce qu'ils nous ont laissé, que nous on a embrassé fièrement là, c'est ça qui nous oblige à les appeler. Mais c'est le meilleur moyen pour eux de nous dominer. Après 60 ans, ne pouvons-nous pas nous asseoir nous-mêmes pour dire dans notre pays, nous avons besoin de développement. C'est quoi il faut développer en priorité? Quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Quelle formation donc soutenir? On ne peut pas faire ça. On attend que la France nous parle d'approche pédagogique par compétence et qu'on saute dessus. C'est ça. On attend que le Canada nous fasse une proposition et qu'on saute dessus bêtement. Le cerveau, qu'on appelle globalement la matière grise, n'a pas de couleur selon qu'on soit aux États-Unis ou en Globo. Selon qu'on soit à Pyongyang, je ne sais pas, en Corée ou au Vietnam. Dieu a fait en sorte que la matière grise a la même couleur pour tout le monde. Et en positionnant les neurones, Dieu n'a pas dit celui-là il sera en Afrique ou ceci ou cela. Dieu a rendu le terrain fertile pour chaque être humain qui doit l'utiliser dans sa sphère de développement. Je parle des choses de la Côte d'Ivoire mieux que quiconque parce que ma sphère d'évolution et de développement, c'est la Côte d'Ivoire. Mon cerveau qui, lui, a été correctement éduqué, qui est une plateforme de compétences multiples, me permet d'avoir des approches des problèmes de ma société et d'en proposer des solutions. Je vais vous dire meilleur. Mais ce que j'escompte, c'est que nous soyons nombreux à le faire. Parce que ce sera de ces débats de cerveau que jaillira la lumière qui va éclairer notre peuple, qui va profiter pour se lever. Mais cela est tombé. On en fait un sujet d'un mois. Pendant ce temps, ceux mêmes qui sont en train de faire ce sujet sont renvoyés de leur travail. Donc, ils ne vont pas poser le problème de l'emploi. Moi, je vais vous dire une chose. L'histoire de Yam qui vous excite tant, en réalité, c'est parce que vous êtes en colère contre Ouattara. Donc, tout ce qu'il fait, vous pensez qu'en l'amplifiant, vous lui faites du mal. Mais trier, parce qu'il y a des choses, quand vous faites, c'est à la Côte d'Ivoire, vous faites mal. Il faut savoir trier ce que vous devez amplifier en espérant faire du mal à Ouattara. Là. Mais ce que j'ai dit, c'est pas que c'est Ouattara qui est là. Maintenant, pensez ce que vous voulez. Mais les autres l'ont fait quand Gbagbo était là. Ils pensent qu'ils vont trier, ils vont amplifier pour faire mal à Gbagbo. Mais vous présentez une Côte d'Ivoire faible, une Côte d'Ivoire sans valeur morale, vous présentez une Côte d'Ivoire sans valeur éthique au monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent soutenir Soro, parce que Soro est contre Ouattara. Vous pensez que vous faites mal à Ouattara? Non, vous êtes des bandits qui soutenez un bandit. Vous présentez au monde de l'extérieur là que c'est des bandits qui évoluent en Côte d'Ivoire. Et vous êtes en train de dire aux autres jeunes que vous que Soro a tué les parents là, préparez votre prochaine rébellion. Voilà ce que vous favorisez. Donc continuez. Comité politique, continuez. Raci, continuez. Mais moi, je vous dis que notre peuple ne fonctionne pas comme ça. Et le concept ivoirienne, qui est porté spécialement par l'Amazon de Kensi, et je l'en félicite, est de ça. Parce que regardez, ivoire, ce qu'on appelle l'éburnie, la couleur de l'ivoire, grande valeur. Ça représente même la royauté dans certains endroits. Mais il est accompagné de quoi? Tu es un ivoire. Le rien, c'est le vide. C'est le néant. Et nous nous apercevons finalement que nos attitudes de tous les jours sont des attitudes des gens qui sont dans le néant, dans le déni, dans le vide. Rien n'est fondé ou basé sur quelque chose qui devait apporter quelque chose à cette Côte d'Ivoire.
C'est pourquoi elle soutient jour et nuit en vous disant, soyons des rois. L'ivoire doit être roi. De sa qualité naturelle de matière première riche, l'ivoire doit devenir roi. Un roi qui combat pour protéger son peuple. Un roi qui dirige son peuple. Un roi qui cherche à conquérir d'autres territoires pour son peuple. À côté, sa reine, qui est assise sur le trône de la reine-mère, pour éduquer les enfants à la prochaine royauté. Les filles à devenir des princesses et des futures reines. Je lui porte mon soutien, car c'est un concept de rupture dont le Revas veut faire écho jusqu'à ce que le peuple puisse comprendre. Sois béni, Amazon. Et merci pour le soutien que tous nous t'apportons dans ce combat dur. Alors, Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, je vous appelle à vous lever pour que nous parlons des vrais problèmes. Il n'y a pas d'emploi. La question c'est, l'argent du contribuable sert à faire quoi? Les sociétés d'État, on les a perdues en les vendant à infrasymbolique à la France et à ses structures privées. L'eau ne nous appartient pas. Le courant ne nous appartient pas. Le téléphone ne nous appartient pas. Nos barrages même ne sont pas à nous. L'aéroport ne nous appartient pas. Le port ne nous appartient pas. Est-ce qu'elle n'a pas raison quand elle dit qu'on n'a plus de pays? Nous sommes déjà des apatrides. Malheureusement, nous n'avons pas de télévision pour soutenir un tel débat. Mais en entendant, trouvons les moyens de nous parler. Mais au moins quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut qu'on sente que ce sujet est important et que vous élaborez des posts. Mais qu'est-ce que vous avez à comparer la chaussure de Ouattara à celle de Gbagbo? Ça vous apporte quoi? La toile est remplie d'une chaussure oreille blanche que Gbagbo a portée, à filmer une chaussure que Ouattara a portée, à les mettre ensemble. Regardez, d'abord vous vous fatiguez. Gbagbo là où il est, il mange bien, il dort bien, il vit bien. Malgré tout ce que vous dites, Ouattara il mange bien, il vit bien. Vous vous êtes à comparer des chaussures. Vous voyez la petitesse de vos esprits. Vous voyez, vous êtes là à comparer les chaussures. Pour Gbagbo là c'est antidérapant. Pour Ouattara c'est ceci. Mais pendant ce temps, toi-même tu portes quelles chaussures? Non, quand un peuple est attardé spirituellement, mentalement et socialement, c'est comme ça qu'il se comporte. Et moi j'ai mal au cœur. On n'est pas dans le vrai débat qui va pousser la Côte d'Ivoire au développement. On n'est pas dans le vrai débat qui va pousser la Côte d'Ivoire à sa libération. On n'est pas dans le vrai débat qui va pousser la Côte d'Ivoire vers son éducation et sa formation. On n'est pas dans le vrai débat qui va sécuriser la Côte d'Ivoire. On est dans l'invective. Parce que quand tu parles des chaussures de Ouattara à comparer aux chaussures de Gbagbo, tu opposes toujours les mêmes deux clans parce que de toute façon, tu n'as rien sorti qui va pousser leur cerveau à une réflexion. Ce que tu dis ne fera que les rendre aigris, les deux groupes-là, et les écarter davantage. Moi, je ne veux plus de cette Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas en train de te dire que j'embrasse Ouattara. Lui-même, Ouattara sait que je ne vais jamais l'embrasser. Cela non plus ne veut pas dire que j'embrasse Gbagbo. Il me connaît bien. Il sait que je ne vais jamais l'embrasser. J'ai dit ça pour dire que les trois là nous emmerdent. Mettons-les dehors. Et la jeunesse et notre génération, on doit penser ce pays que nous espérons. Comme votre cerveau est limité à ne pas réfléchir, lorsqu'on vous fait des bons développements, c'est des choses, il a été censuré. Vous croyez que moi, mon cerveau peut être censuré? Tu sais à quoi on censure un cerveau? Tu sais à quoi on censure un cerveau? Si ta réflexion est si petite, c'est le tien qui est déjà censuré. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir s'attaquer au projet de société du Revas? Moi, je suis quelqu'un, je vous dis toujours, je ne suis pas modeste. Je suis un homme beau, élégant. Je suis un homme intelligent. J'ai de l'éducation. J'ai de la compétence. Quand je crois en quelque chose, je m'y engage. Ce n'est pas la fausse modestie qui va changer quelque chose.
Je suis présidentiable et capable de relever cette nation. C'est de ça qu'on parle. Vous n'avez pas vu que vous ne pouvez pas vous attaquer au projet de société? Vous attaquez à des choses à côté. On l'a acheté, il est censuré. Le projet de société est là. Sortez les vôtres, on va discuter autour de ça. Quittez la petitesse. Grandissez dans vos esprits. C'est là que je vous emmène à dire, vous animez des petits débats qui n'ont aucun sens. Vous avez abandonné le vrai débat. C'est ça. Quand on me fait payer l'autoroute et qu'il y a un trou dessus qui me fait faire accident, qui paye? Voilà les vrais débats. Je paye 1260, 1250 chaque intervalle de 100 km. J'ai payé. Et l'argent que je te paye, tu ne répares pas. Et je tombe dans un trou pour me casser la gueule. Qui paye? Ça, Adou Richard ne voit pas. Vous comprenez? Mais vous êtes un peuple qui n'allait pas à la recherche des vrais sujets qui vont pousser le développement humain. Parce que c'est le développement humain qui impose les autres développements. Comme développement infrastructurel, développement économique, c'est le développement humain. C'est-à-dire de quoi l'homme a besoin pour se nourrir, pour se soigner, pour vivre, pour s'éduquer. C'est la réponse à. Quand on répond à ça, ça se traduit en projet infrastructurel. Il faut trouver l'argent pour le faire. On pense au développement économique. Il n'y a pas de sens dans la politique. Quand on parle de sécurité sur nos routes, à qui la faute? Moi, j'ai payé 1250. Est-ce que tu as bouché les trous? Et je casse ma voiture, qui paye? Est-ce que le législateur pense à ça? Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, c'est ici que prend fin. Aujourd'hui, je voulais soulever un certain nombre de problèmes, puisque je me suis rendu compte que vous n'aimez pas les vrais débats. Vous êtes dans des petites chaussettes, de petits débats, d'humiliation, d'injures. Parce que vous n'avez rien dans la tête, parce que vous êtes Ivoirien. Le vide. Vous ne pouvez vous asseoir sur rien. Vous ne pouvez pas saisir quelque chose pour développer, pour apporter un surplus. Vous êtes rien. C'est du vide. C'est du néant. On ne peut pas apporter une valeur ajoutée à ça. On ne peut pas apporter une valeur ajoutée au néant. Donc, on est dans les comparaisons de chaussures. Chaussures de Gbagbo est mieux que Ouattara. Après, peut-être on va dire que Gbagbo est plus grand que Bédié. Bon, ça, c'est des débats, ça. Non. J'ai émis certaines idées pour oser booster votre réflexion afin que nous puissions nous élever dans notre développement humain qui va appeler le développement économique, le développement infrastructurel et tout. La Côte d'Ivoire en est digne. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a de l'espoir. L'arbre ivoire n'a pas été déraciné. On a souffert. On a tangué. On nous a tamponnés. Des branches ont été coupées. Mais clôturons notre arbre fruitier. Parce que les saisons prochaines arrivent. La pluie tombera. Le soleil brillera. Les feuillages reviendront. De nouvelles fleurs vont apparaître. Et nous aurons à nouveau nos fruits. Nous mangerons à notre faim. C'est ça que le Revas vous propose. Et c'est à ça que le Revas vous appelle. Soyez bénis. Et à notre prochain rendez-vous. Que le Dieu de l'espérance bénisse la patrie de la vraie fraternité. Shalom.